Merci aux organisatrices et aux organisateurs, et merci à tout le monde d'être là ce matin. Donc oui, comme disait Yves, moi j'ai travaillé en philosophie morale, même plus précisément en psychologie morale. Un mot sur, il y a une distinction super importante en philosophie, c'est la distinction entre les normes et les faits, entre la manière dont les choses devraient être. Donc quand on crie il faut fermer les abattoirs par exemple dans une manifestation, on est dans le normatif, on est dans les valeurs, on parle de la manière dont les choses devraient être. Donc ça c'est le travail de la philosophie morale, trouver des arguments pour dire les choses devraient être comme ceci plutôt comme cela. Puis il y a une autre branche qui est plus ma spécialité, qu'on appelle la psychologie morale. Là, la psychologie morale, c'est essayer de comprendre pourquoi les gens ont les intuitions morales qu'ils ont, pourquoi les gens se comportent comme ils le font. D'ailleurs, il y a un lien un petit peu particulier avec Genève, parce que alors la psychologie morale, ça existe depuis longtemps, des gens comme Aristote, comme David Hume faisaient de la psychologie morale, mais la psychologie morale moderne, elle a commencé pas mal avec Jean Piaget. Le jugement moral chez l'enfant, où il examine des stades du développement moral. C'est le début de la psychologie morale moderne. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est essentiellement du chapitre 3 de ce livre-ci, qui s'appelle Dissonance cognitive. Mais avant ça, je vais dire un ou deux mots sur l'argument en faveur du véganisme ou en faveur de l'égalité animale. Alors, comment se présente cet argument? J'emprunte l'argument à Valérie Giroux, qui est une philosophe québécoise qui a beaucoup contribué à ce que moi je devienne végane et antispéciste. Et on peut le présenter de la manière suivante. Prémisse factuelle, nous respectons et protégeons les intérêts fondamentaux des humains. On ne le fait peut-être pas assez, mais en tout cas, dans le droit des nations et internationales, on cherche à protéger les intérêts fondamentaux des humains. D'ailleurs, les droits, ça sert à quoi en général? Les droits sont là pour protéger des intérêts fondamentaux. On a le droit de ne pas être tué, on a le droit de ne pas être torturé parce qu'on a un intérêt fondamental à ne pas être tué ou à ne pas être torturé. Ensuite, deuxième prémisse, un principe de justice, ou le principe antispéciste d'une certaine façon. L'appartenance à l'espèce n'est pas moralement pertinente pour discriminer un individu. Ça, c'est une façon de présenter le spécisme. L'antispécisme, il y aurait d'autres manières de le faire. Alors, en général, qu'est-ce qu'on va substituer à ça? Qu'est-ce qui est un critère moralement pertinent pour discriminer entre les individus, ou pour agir d'une certaine façon? C'est la capacité de souffrir. C'est pour ça que quand on parle de véganisme, notamment, on s'intéresse aux animaux sentients, c'est-à-dire aux animaux qui ont la capacité de souffrir. Là, le principe de justice nous dit l'appartenance à l'espèce, en tout cas, permet pas, est pas légitime pour faire une discrimination. Ensuite, si on veut être vraiment rigoureux, on doit ajouter un principe d'égalité qui dit les cas similaires doivent être traités de façon similaire. Et si on accepte ces trois prémisses, on doit en conclure que nous devrions changer nos habitudes pour respecter les intérêts fondamentaux des animaux non humains, c'est-à-dire devenir vegan. Alors je sais qu'à Genève, vous êtes plus dans l'antispécisme que dans le véganisme. On pourrait enlever devenir vegan et dire c'est-à-dire devenir antispéciste. Mais en éthique appliquée, en général, on veut que la question c'est que dois-je faire? Et ce qui ressort de cet argument, ce que je dois faire, c'est respecter les intérêts fondamentaux des animaux non humains. Et concrètement, c'est le véganisme. Pour moi, l'articulation entre l'antispécisme et le véganisme, c'est un peu l'antispécisme, c'est la théorie, et le véganisme, c'est la pratique. Alors, ça c'est l'argument antispéciste, qui est un peu un argument qui dit qu'il ne faut pas faire deux poids, deux mesures, si on n'a pas de bonne raison de faire deux poids, deux mesures. On pourrait faire fonctionner avec la notion de racisme ou la notion de sexisme également. Il y a une autre façon d'argumenter en faveur du véganisme qui est encore plus simple, qu'on peut appeler l'argument pragmatique, qui ne fait même pas appel à la notion d'antispécisme, et qu'on peut présenter de la manière suivante. Prémisse normative, donc sur comment les choses devraient être. Si nous pouvons éviter de causer une souffrance non nécessaire, alors nous devrions le faire. Normalement, la plupart des gens doivent être d'accord avec ça.
une prémisse factuelle. Nous n'avons pas besoin d'enfermer, de mutiler ou de tuer des animaux, en particulier pour la nourriture, les vêtements ou le divertissement. Ben là encore, si on accepte ces deux prémisses, on doit arriver à la conclusion que nous devrions changer nos habitudes pour éviter ces souffrances, c'est-à-dire devenir vegan. Donc ça, c'est l'argument d'une certaine façon en éthique, et en éthique animale en particulier. On peut dire qu'il y a un consensus là-dessus. C'est plus tellement une question qui fait débat, c'est pas vraiment une question qui est intéressante. Les gens qui travaillent en éthique animale aujourd'hui, leur question, c'est pas de savoir si c'est moralement acceptable de faire souffrir un animal sans nécessité. Ça, c'est pas mal évident que ça l'est pas. Donc les gens qui vont travailler en éthique animale, ils travaillent sur d'autres questions, par exemple sur la souffrance des animaux sauvages, sur les questions de zoopolitique avec Williamson et Sue Donaldson et Will Kimlicka. Dans le premier chapitre de mon livre, je développe davantage ces questions-là, parce qu'il y a plusieurs théories morales, mais on peut montrer que les trois grandes théories morales sont l'éthique de la vertu, le conséquentialisme et le déontologisme, sont d'accord globalement sur cette conclusion. Donc en fait, moi, ce qui m'a intéressé, au-delà de la question de savoir si c'était moralement acceptable ou non de consommer des animaux sans nécessité, c'est plutôt de savoir comment expliquer que malgré le fait qu'on a cet argument très fort philosophiquement pour ne pas exploiter les animaux, ben, les gens continuent à le faire de façon massive. Et mon hypothèse, donc là qui est une hypothèse de psychologie morale, va consister à dire que s'il y a autant d'exploitation, c'est pas parce que les gens sont méchants. Mettez n'importe qui devant des images d'abattoirs, une personne non psychopathe, elle va se comprendre qu'il y a un problème. Donc c'est pas parce que les gens sont méchants, c'est pas non plus parce que les gens sont stupides et qu'ils comprennent pas l'argumentaire. C'est plutôt parce que les gens ne perçoivent pas l'intensité de la souffrance animale. Et l'intensité tant en termes de degré de souffrance animale qu'en termes de quantité d'animaux qui sont exploités et en particulier tués chaque année. Donc comment expliquer cette défaillance de la perception morale? On ne perçoit pas la plupart des gens ne vont pas percevoir ce qu'ils devraient percevoir. Alors c'est une idée que je ne suis pas le premier à avoir explorée, en particulier Carol Adams dans La politique sexuelle de la viande, qui vient d'être traduit il n'y a pas longtemps chez l'Âge d'Homme, a des intuitions tout à fait similaires. Elle écrit notamment ceci. Derrière chaque repas carné, il existe une absence. La mort de l'animal dont la viande occupe la place. Le référent absent est à la fois ce qui sépare le mangeur de viande de l'animal et l'animal du produit fini. La fonction du référent absent consiste à tenir notre viande à distance de l'idée qu'elle ou il fut jadis un animal. Donc cette idée qu'on ne voit pas l'animal mort derrière notre steak quand on en consomme, Carol Adams le conceptualise cette idée avec la notion de référent absent. Le référent absent, c'est l'animal mort derrière le steak. Alors oui. C'est quelle année, Carol Adams? En anglais, c'est 95, je pense. Et là, la traduction, c'est 2016. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis 95, depuis Carol Adams, il y a eu tout un tas d'études qui ont commencé à se faire en psychologie morale pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne perçoit pas correctement le référent absent. Et en fait, moi, ce qui m'a mis sur la piste ce qui a fait que j'ai décidé d'écrire le livre, en fait, c'est pas mal une expérience de psycho qui a été faite en Australie, je crois, et qui se présente en 2012 et qui se présente comme ceci. On prend deux groupes de personnes qu'on choisit au hasard et on leur montre une photo de mouton. Donc c'est la même photo de mouton, c'est pas celle-ci, mais une photo de mouton. Et ce qui diffère entre les deux groupes, c'est la légende qui est sous la photo. Il y a un groupe qui voit comme légende, ce mouton va être conduit à l'abattoir, tué,
découpée, et sa viande sera vendue à un supermarché. Et l'autre groupe voit une légende différente. Ce mouton va être changé de pré et va passer le reste de sa vie à manger de l'herbe avec d'autres moutons. Et là, ce qu'on va demander aux gens, c'est d'évaluer les capacités mentales du mouton. Le mind spontanément, on est tous capables d'attribuer des capacités mentales à des animaux. Voilà, en général, on va attribuer moins de capacité mentale à un insecte qu'à une souris, moins à une souris qu'à un chien, moins à un chien qu'à un singe, mettons. Donc là, on dit sur une échelle, évaluer les capacités mentales du mouton. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que le groupe à qui on a dit le mouton va être changé de pré et va être... le mouton, va être envoyé à l'abattoir, attribue moins de capacité mentale au mouton que le groupe à qui on dit simplement le mouton va être changé de pré. Et là, évidemment, il y a quelque chose pour les psychologues, il y a quelque chose à expliquer parce que c'est le même mouton, donc comment expliquer la différence dans l'attribution d'esprit? Et pour répondre à cette question, on fait appel à ce qu'on appelle le paradoxe de la viande. Donc le paradoxe de la viande, en gros, c'est l'idée que la plupart des gens aiment les animaux et en même temps la plupart des gens aiment leur steak. Et les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Donc là, on a une illustration d'un Solange Veggie qui rappelle ce paradoxe. Donc c'est le salon d'agriculture ferme ses portes. Et maintenant, un gentil monsieur va tuer tes amis les animaux et maman te fera manger leurs cadavres. Maman est tout à fait saine d'esprit, il n'y a aucun souci. Donc ça illustre bien le problème entre j'aime les animaux et puis je mange de la viande. Paradoxe de la viande. L'esprit humain n'aime pas ça, les paradoxes. Ça nous fait rire, mais si on vit la chose, il va falloir trouver une manière de résoudre le paradoxe. Alors comment est-ce que les psychologues thématisent, conceptualisent ce paradoxe? Ils le font à partir d'une théorie classique en psychologie qu'on appelle la théorie de la dissonance cognitive. C'est une théorie de psychologie sociale qui a été découverte dans les années 60, qui est extrêmement utile, qui opère dans tout un tas de domaines, et en particulier dans notre rapport aux animaux pour expliquer le paradoxe de la viande. Qu'est-ce que dit la théorie de la dissonance cognitive? C'est que parfois, on a des pensées qui sont en contradiction ou en tension les unes avec les autres, ou des pensées qui sont en tension avec un comportement. Donc dans le cas du paradoxe de la viande, la pensée, ça serait j'aime les animaux, et le comportement, je mange de la viande, et en mangeant de la viande, je sais qu'à un moment donné, l'animal est passé par la case abattoir et qu'il y a eu de la souffrance. Donc ça fait une inconsistance, ça fait une dissonance cognitive. Alors comment est-ce que le cerveau humain fait pour résoudre ou atténuer une dissonance cognitive? Il y a 3 grandes stratégies possibles. Une première stratégie qui consiste à changer son comportement. Une deuxième stratégie qui consiste à changer son comportement. On change ça, plus de dissonance. Une deuxième stratégie qui consiste à changer une pensée dissonante. Donc ici, la pensée dissonante qu'il va falloir essayer de changer, c'est les animaux sont capables de souffrir, ou j'aime les animaux. Et puis une troisième stratégie qui va consister à ajouter une pensée consonante qui va d'une certaine façon renforcer le comportement et être plus forte que la pensée dissonante. Les animaux sont capables de souffrir. Donc à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est, dans le reste de la présentation, c'est examiner chacune des 3 stratégies. Première stratégie, donc, changer son comportement. Là, vous reconnaissez peut-être le petit Luis Antonio, qui est un petit Brésilien. Et qu'est-ce qui arrive à Luis Antonio? Il est en train de manger, sa maman est en train de le filmer pendant qu'il mange. Et il est en train de manger du poulpe. Et il demande à sa maman, elle est où la tête du poulpe? Et la maman dit, elle est chez le poissonnier. Et là, ok, mais alors si la tête du poulpe est chez le poissonnier, ça veut dire qu'il est mort, il n'est plus dans la mer. Donc, il réalise qu'il est en train de manger un cadavre de poulpe, et dissonance cognitive dans sa tête, parce que c'est un petit garçon qui aime bien les animaux, les poissons, les poulpes. Donc,
il décide d'arrêter, de refuser de continuer à manger du poulpe. Par parenthèse, il dément un petit peu les trucs de Piaget. Pour Piaget, les enfants sont vraiment égoïstes et ne sont pas trop capables de s'abstraire. Mais bon, il y a des exceptions. Donc, évidemment, en changeant son comportement, en arrêtant de consommer du poulpe ou du steak, il n'y a plus de dissonance cognitive. Ce qui est aussi intéressant dans l'histoire du petit Luis Antonio, c'est la réaction de sa maman. Sa maman, elle est relativement fière de son fils qui vient de témoigner d'empathie face à un poulpe. Et moi, j'ai un début de théorie sur la révolution végane ou antispéciste. Il ne serait pas impossible que ça vienne pas mal des enfants et des adolescents. Alors peut-être que les enfants et les adolescents ont toujours été sensibles à la souffrance, en tout cas certains d'entre eux sensibles à la souffrance animale. Ce qui est probablement nouveau, c'est qu'aujourd'hui les parents sont plus libéraux dans leur éducation. Donc peut-être que si ça t'est passé il y a 20 ans, sa maman lui dit non, tu finis ton poulpe, sinon tu n'auras pas de dessert et tu ne pourras pas regarder le foot à la télé, etc. Mais là, aujourd'hui, les parents sont plus à l'écoute de leurs enfants, semble-t-il. Donc peut-être que ça peut être un des moteurs du changement. Bon, malheureusement, c'est simplement une manière d'arrêter le paradoxe de la viande, de bloquer la dissonance cognitive, et qui est loin d'être majoritaire. En gros, les végétariens et les véganes, ben voilà, c'est la façon dont ils vont résoudre le paradoxe de la viande, mais il y a plein d'autres manières. Une autre manière, donc là qui va consister à changer une pensée dissonante, c'est celle qui est en fait illustrée par l'expérience des moutons. Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience des moutons? Ben, c'est que les gens à qui on dit ce mouton va être envoyé à l'abattoir et va être consommé, donc à qui on rappelle d'une certaine façon la dissonance cognitive, on appuie sur le bouton dans leur cerveau, vous mangez de la viande, puis vous voyez c'est de la viande d'un animal. Ben, une façon d'atténuer la dissonance, c'est de démentaliser, c'est-à-dire de se persuader d'une certaine manière que ben, le mouton ne souffre pas tant que ça. Le mouton, et si le mouton n'est pas si conscient que ça, il ne souffre pas tant que ça, donc c'est moins, la dissonance est atténuée. Et c'est ce qu'on fait en attribuant des capacités mentales très différentes aux animaux selon leur espèce. Et le facteur ici, c'est est-ce que l'animal est un animal de consommation? Typiquement, quand on demande aux gens de décrire les capacités mentales des animaux, ils vont en attribuer beaucoup plus aux chiens qu'aux cochons, alors qu'au niveau cognition, c'est sensiblement la même chose, voire les cochons sont plus intelligents que les chiens, mais on a sélectionné comme ça un certain nombre les espèces qu'on consomme, on va leur attribuer significativement moins de conscience. Pour les animaux sauvages, par exemple, comme on ne les consomme pas, en général, on n'a pas de problème à leur attribuer des capacités mentales importantes au lion. Par contre, la vache qu'on consomme, là, on va avoir tendance à considérer que les vaches sont stupides. Donc, démentalisation qui permet de, sinon détruire, sinon résoudre complètement la dissonance, du moins l'atténuer. Autre stratégie qui relève aussi de changer une pensée dissonante, la suicide food. Qu'est-ce que c'est que la suicide food? C'est des animaux, alors c'est des représentations d'animaux comme ce bœuf qui est en train de se faire couper ou la vache qui rit. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces représentations? C'est des animaux qui sont contents d'être mangés. Là, le bœuf, il sourit parce qu'il offre sa viande à des consommateurs. La vache qui rit, elle est contente, alors que si on s'intéresse un tout petit, on sait un tout petit peu ce qui arrive aux vaches et aux veaux des vaches, elle n'a aucune raison de sourire et d'être contente. Mais là, le message qui est envoyé par la suicide food, donc des animaux suicides, des animaux qui désirent être mangés, c'est que il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, du point de vue de la dissonance cognitive, la suicide food, c'est vraiment gagnant. Parce qu'en mangeant l'animal, je lui fais plaisir.
Donc, il n'y a plus de, y a plus de dissonance, il n'y a plus de paradoxe. Alors, une fois qu'on est au courant de ça, c'est intéressant d'essayer de repérer dans les publicités en particulier comment est-ce que les publicitaires sont bien au courant qu'il y a quand même un petit problème, que spontanément les gens font de l'empathie pour les animaux, donc ils vont trouver des stratégies pour masquer ça, et la Suicide Food en est une autre. Une autre stratégie qui relève là encore de changer une pensée dissonante, c'est la dissociation. Donc s'arranger pour que le steak rappelle le moins possible l'animal mort, pour que le produit animal soit le plus possible dissocié de l'animal qui a fourni sa chair au produit. Et alors, là encore, du point de vue du publicité, marketing, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Si vous prenez une barquette d'ailes de poulet, là c'est une marque canadienne, mais ça ressemble à... Qu'est-ce qu'on constate déjà, c'est que on voit une partie de l'animal, ses cuisses, donc l'animal est loin, et puis encore si vous prenez dans des produits transformés, là on le voit encore moins. Dans les barquettes de poulet comme celle-ci, vous savez, il y a aussi toujours un petit coussin absorbant qui va absorber le sang, parce que le sang, ça rappelle un peu la vie, donc c'est bien de pouvoir effacer le sang. Évidemment, les images qui vont orner le paquet nous racontent que tout se passe bien pour le poulet, qu'il est élevé dans un champ avec un gentil monsieur, un grand chapeau qui leur donne des grains. Donc là, c'est pas exactement de la dissociation, mais tout un tas de choses sont faites pour atténuer la dissonance. Là, on a un burger de bœuf qui est transformé en bonhomme sourire. Donc c'est même un genre de mélange de dissociation et de Suicide Food. Là, le steak haché est content d'être mangé puisque c'est un bonhomme sourire. Autre stratégie, la distanciation. Donc, ça ressemble un petit peu à la dissociation. Ici, c'est ne pas parler de l'abattoir, de l'élevage, ou alors si on parle de l'abattoir ou de l'élevage, le faire en des termes qui sont les plus attrayants possibles. Donc là, une phrase je pense que c'est Linda McCartney, la femme de Paul McCartney, célèbre: si les abattoirs avaient des murs de verre, tout le monde serait végétarien, mais évidemment, les abattoirs n'ont pas de murs de verre, et les abattoirs sont distants des villes et puis de la consommation. Donc on éloigne la souffrance, on oublie la souffrance. Les abattoirs sont maintenant loin des villes, et effectivement, on ne voit pas ce qui s'y passe, sauf quand L214 montre des images d'abattoirs, l'association lutte contre la distanciation en rappelant ce qui se passe. Il y a aussi une distanciation dans le langage, dans la manière dont on parle. On va parler, on mange du bœuf, on mange du mouton, on mange du lapin, et on ne mange pas un bœuf, un mouton, un lapin. Donc des manières de dire, on parle d'une substance, on ne parle pas d'un individu. Les vaches laitières qui sont envoyées à l'abattoir, on appelle ça des vaches réformées, c'est pas des vaches qu'on va tuer, donc on les réforme. Il y a tout un tas de manières dans le langage d'euphémiser la violence à l'endroit des animaux, et pour le coup de nous distancer de la violence à l'endroit des animaux. Dans les représentations aussi qu'on se fait de la ferme, voilà, aux enfants, on va montrer des images de Martine à la ferme qui n'ont vraiment rien à voir avec la réalité de l'élevage. Si on devait faire Martine à la ferme réaliste, elle serait dans une combinaison avec un masque à gaz, parce qu'il y a tellement dans un élevage de poulet par exemple, il y a tellement d'émanations de gaz que ça prend des masques à gaz, et les animaux ne sont pas tous amis, et en tout cas, vous savez que ça ressemble pas à ça. Donc, stratégie de distanciation. Toutes ces stratégies, elles rentrent dans ce que la psychologue américaine Melanie Joy appelle le
carnisme. Qu'est-ce que c'est que le carnisme? C'est une idéologie qui nous conditionne à trouver normal, naturel et nécessaire de consommer des animaux. Et en gros, c'est l'idéologie dans laquelle on a tous, que la plupart des gens ont grandi. On nous conditionne à trouver normal, naturel et nécessaire de consommer des animaux dans tout un tas de domaines. Et évidemment, une idéologie, qu'est-ce que ça fait? Ben, une idéologie, ça va brouiller notre perception morale. Ça va faire qu'on ne voit pas ce qu'on devrait voir. De la même façon que l'idéologie patriarcale brouille notre perception morale de l'égalité entre les hommes et les femmes, ben, l'idéologie carniste brouille notre perception morale de la réalité de la souffrance animale. Alors, des exemples de carnisme, alors il y a évidemment, quand Mélanie Joy appelle son livre « Pourquoi aimer les chiens, manger les cochons et se vêtir de vaches », elle nous rappelle ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on a sélectionné certaines espèces comme étant les espèces bonnes à consommer, donc les animaux d'élevage. Il y a certaines espèces qui sont les espèces bonnes pour être aimées, les animaux de compagnie. Les animaux sauvages, ce seraient les espèces bonnes à faire des documentaires pour juste les admirer. Mais donc, chaque société a comme ça fait une sélection des espèces. Et quand on regarde qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce que les gens consomment, on consomme une dizaine ou une douzaine d'espèces sur tout ce qu'on pourrait consommer, quoi. Théoriquement, ce qui est comestible, il y a énormément d'espèces qui sont comestibles, mais chaque culture en a sélectionné un certain nombre. Et rien que le fait que différentes cultures n'ont pas sélectionné les mêmes montre l'arbitraire qu'il y a derrière. Vous savez que dans certains pays, on va consommer du chien, dans certains pays, on va consommer du cheval, d'autres, dans notre pays, c'est tabou de consommer du cheval. En Inde, on ne va pas consommer de vache. Donc chaque pays, ou pas des pays, chaque culture a sélectionné des espèces. Et ce qui nous rappelle l'arbitraire qu'il y a derrière ça, parce que voilà, le chien en Occident, il n'a pas plus de valeur morale que le chien en Corée du Sud, mais le traitement qu'on leur réserve est foncièrement différent. Exemple de carnisme aussi, tout ce qui est dans la cuisine. La cuisine, elle est foncièrement... la cuisine non végane, elle est foncièrement carniste, parce que derrière dans une émission culinaire à la télé, alors certes, elle donne des informations sur comment préparer un bon plat, mais elle passe en contrebande un message, c'est qu'un vrai repas, c'est un repas avec des produits animaux. Donc forcément, ça rentre dans l'esprit des gens et ça renforce l'idéologie carniste. Alors cette idéologie carniste, évidemment, elle s'appuie sur changer des pensées dissonantes, tout ce qu'on a vu, mais elle va aussi utiliser la troisième stratégie qui est ajouter une pensée consonante. Alors parmi toutes les pensées consonantes qu'on peut imaginer, la première et peut-être la plus fréquente, c'est l'idée que c'est normal de consommer des produits animaux, c'est normal de se vêtir de produits animaux, c'est normal d'aller aux zoos, etc. Et ça, sur quoi ça s'appuie? Ça s'appuie sur le fait que l'être humain est un être extrêmement social. On est une des espèces on est ce qu'on appelle une espèce hypersociale, on a vraiment besoin des autres. Et on a envie d'être aimé par les autres, on a envie de ne pas être rejeté par les autres, et ça va avoir un impact fort dans notre rapport à la nourriture. Pour expliquer cette histoire de notre désir d'être normaux, finalement j'aime bien l'exemple du dodgeball. Le dodgeball, c'est le ballon prisonnier. Vous vous souvenez peut-être que quand vous étiez enfant, si vous avez joué au ballon prisonnier ou à d'autres jeux similaires, il y a une façon de constituer les équipes qui consiste à ce qu'il y ait deux chefs d'équipe qui sont auto-désignés, qui se désignent et qui vont appeler un à un les membres de chaque équipe.
Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on procède ainsi, il y a quelqu'un qui est appelé en dernier. Alors, si ça vous est déjà arrivé d'être le dernier appelé on ressent quelque chose qui est vraiment pas agréable. Et ce qu'on ressent qui est vraiment pas agréable, c'est ce qu'on appelle techniquement de la douleur sociale, du rejet social. Et quand on fait mettons, des simulations de rejet social avec des gens dans des scanners, et puis on regarde les zones du cerveau, alors, la façon dont les simulations se font, c'est avec les gens jouent par ordinateur avec deux autres personnes virtuelles qui se lancent la balle à trois, puis à un moment donné, c'est juste les deux personnes virtuelles qui se lancent la balle l'une avec l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La zone de la douleur s'allume dans le cerveau. Et la zone de la douleur, c'est la même zone que la douleur physique. Donc douleur sociale, douleur physique, c'est du même ordre, et c'est quelque chose qu'évidemment on a du mal. Donc on cherche à éviter le rejet social, et ça explique en partie pourquoi, quand tout le monde consomme de la viande, ça peut être assez difficile de ne pas le faire, parce qu'on est dans la situation du ballon prisonnier. Une autre étude dans ce sens-là est intéressante. Elle a été réalisée aux États-Unis par un psychologue moral qui est spécialisé dans la moralité des profs d'éthique. Donc il s'intéresse à la moralité des profs d'éthique. Et ce qui est intéressant avec les profs d'éthique, c'est qu'ils connaissent les arguments. Ils enseignent Peter Singer, éthique animale à leurs étudiants, donc ils sont parfaitement au courant des arguments. Alors, globalement, sur la moralité des profs d'éthique, en fait, il n'y a pas de différence avec les gens qui ne sont pas profs d'éthique. Dans la plupart des cas, ils donnent un petit peu plus d'argent aux organismes de charité, et ils consomment effectivement un peu moins de produits animaux, mais reste qu'une vaste majorité des profs, une vaste majorité en tout cas, un nombre important de profs d'éthique consomment des animaux tout en connaissant les arguments. Et donc, comment expliquer ça? Et là, l'hypothèse du chercheur, c'est l'hypothèse B+. Qu'est-ce que c'est B+? Aux États-Unis, en Amérique du Nord, quand on note les étudiants, c'est pas sur une échelle de 1 à 20 ou 1 à 100, c'est A, B, C, D, E. A étant la meilleure note. Donc B+, c'est quoi? B+, c'est moyen, c'est bien, pas très bien, mais c'est bien. Je sais pas, ce serait 14 sur 20, mettons. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que comment est-ce que les profs d'éthique vont justifier le fait de continuer à consommer des produits animaux, quand bien même ils connaissent les arguments puis qu'ils reconnaissent que l'argument est fort? Ben, c'est en disant, je suis B+. Moralement, je suis B+, donc je ne suis pas un saint, je fais mon possible, et faire mon possible, être B+, ça ne passe pas par changer radicalement mon comportement alimentaire. Donc là encore, le B+, il témoigne du rapport à la norme, du rapport à qu'est-ce que la majorité des gens font. Et finalement, l'objectif du mouvement antispéciste ou du mouvement vegan, c'est de faire que B+, ça inclut le fait de ne plus consommer d'animaux. Donc, l'idée, c'est de changer une norme sociale. Si on devait résumer l'objectif du mouvement pour l'égalité animale, c'est changer une norme sociale pour la mettre en adéquation avec une norme morale. Donc, voilà pour le c'est normal. Autre pensée consonante du carnisme, donc qui renforce le comportement, c'est le c'est naturel. Très souvent, on va entendre, c'est correct de consommer des produits animaux parce que c'est naturel. Nos ancêtres consommaient des produits animaux, les lions consomment des gazelles. C'est naturel, donc c'est bien. Alors, la plupart des gens pensent que si une chose est naturelle, elle est bien, spontanément. En fait, du point de vue argumentatif, du point de vue moral, c'est un argument qui tient pas la route. C'est même ce qu'on appelle techniquement un sophisme naturaliste. Parce que quelque chose est naturel, alors c'est moralement acceptable. C'est hyper facile de trouver tout un tas de contre-exemples, de choses qui sont parfaitement naturelles, à commencer par la violence, et qui ne sont pas pour autant moralement désirables ou moralement
souhaitable. Mais c'est pas parce que c'est un sophisme naturaliste que ça ne permet pas malgré tout aux gens de se renforcer dans leur comportement. Autre pensée consonante, le C, nécessaire. Là encore, si effectivement c'était nécessaire de consommer des produits animaux pour rester en vie, effectivement la question morale ne se poserait pas. La question morale, elle se pose quand on a des options. Si on n'a pas le choix, il n'y a pas de question morale, il faut le faire. Sauf que on sait depuis longtemps, Pythagore était déjà végétarien, mais là, de plus en plus d'études scientifiques nous le montrent, c'est pas nécessaire de consommer des produits animaux. Il y a même de bons arguments pour dire que c'est meilleur pour la santé d'avoir une diète sans produits animaux. Ici en photo, on a David Jenkins. David Jenkins, c'est le titulaire de la chaire de recherche du Canada en nutrition. Donc c'est le plus grand ponte canadien en nutrition. David Jenkins est vegan et fait la promotion David Jenkins, c'est lui qui a découvert l'indice glycémique qui est utilisé dans énormément de régimes, donc c'est vraiment une sommité. Et David Jenkins sait que c'est pas nécessaire de consommer des produits animaux et fait d'ailleurs, comme je disais, la promotion de la diète végétalienne, si on veut être précis. Serena Williams, championne du monde de tennis, elle est végétalienne. Donc, c'est pas nécessaire de consommer des animaux. Autre pensée consonante, le C viril. On sait qu'il y a une association forte entre, alors peut-être pas le lait, mais la consommation de viande, la consommation de bœuf et la virilité. Et évidemment, comme on est dans une société sexiste où le masculin est plus valorisé que le féminin, dire que quelque chose est viril, ça renforce un comportement. Donc là, on a un livre de cuisine où on nous dit manger comme un homme, et manger comme un homme, c'est manger du steak. Les vrais hommes font du barbecue. Là, ce que j'ai mis à droite, ce sont deux vrais hommes qui sont végétaliens. En haut, c'est Georges Larac, qui est un ancien, il est retiré maintenant, mais qui est un ancien hockeyeur. Donc le hockey, c'est le sport national au Canada. Et non seulement c'est un hockeyeur, mais il avait même... souvent il y a des batailles au hockey, lui c'était quelqu'un qui faisait les batailles. Et il a vu Hustling, le film, et il est devenu vegan. En dessous, c'est Patrick Babourian, qui est l'homme, soi-disant, le plus fort du monde, qui lui aussi est vegan. Donc il y a le C viril est aussi facile à contrecarrer. Autre pensée consonante qui est un peu plus bizarre, un peu plus subtile, celle-ci, pour l'introduire, un autre titulaire d'une chaire de recherche du Canada en sciences cognitives, Stephen Arnade, qui est en particulier le fondateur de la revue Brain and Behavioral Science, une revue très très importante dans le domaine des sciences cognitives. Et il y a quelques années, il a eu cette phrase surprenante: « J'ai honte d'avoir été végétarien pendant 50 ans. » Il est devenu végétarien très très jeune. Alors pourquoi est-ce qu'il a honte d'avoir été végétarien pendant 50 ans? Il a honte en fait de ne pas avoir été vegan plus tôt. Donc, il a honte d'avoir consommé du lait et des œufs, de n'avoir été que végétarien, si vous voulez. Là, la question qui est intéressante, c'est il était au courant, hein, il est super intelligent, il savait qu'il y avait un lien entre le lait et les abattoirs. Donc comment est-ce qu'il a fait pendant 50 ans pour continuer à consommer des produits animaux? Du lait et des œufs en particulier, à pas être vegan. Et ce qu'il avait expliqué une fois en conférence, et je connecte assez bien avec ça parce que moi aussi j'ai eu ce type de pensée, c'est qu'il se disait, ok, effectivement le lait et les œufs entraînent de la souffrance, mais on pourrait imaginer du lait et des œufs sans souffrance. Effectivement, on pourrait imaginer qu'on prenne juste le surplus de lait que la vache ne donne pas à son veau. On peut imaginer des œufs où les poules
sont bien traités, on ne les tue pas à la fin. Donc il y a un monde possible dans lequel il peut y avoir du lait et des œufs sans souffrance. Les animaux pourraient ne pas souffrir. Alors, ça ne marche pas avec la viande, parce que la viande, il y a eu abattoir, mais pour le lait et les œufs, on peut imaginer un tel monde. Sauf que le lait et les œufs que Steven Arnade a consommés pendant 50 ans, ce n'étaient pas des œufs qui venaient, du lait qui venait d'un monde possible, c'était du lait et des œufs réels qui impliquaient de la souffrance. Mais ici, il semble que la simple pensée, la simple imagination, ça pourrait être fait autrement, suffit à atténuer la dissonance, suffit à dire, du coup c'est un peu moins grave de consommer du lait que de consommer de la viande, parce que le lait, ça pourrait être sans souffrance. Donc là encore, on a affaire à une pensée consonante un peu plus élaborée, mais ça reste une pensée consonante. Autre stratégie qui vous est peut-être familière si vous êtes vegan, les véganes sont sectaires ou les véganes sont trop sensibles. C'est ce que dit la bande dessinée de Veggie Poulette. T'es vegan, le lapin au sang c'est trop bon, c'est de la phobie alimentaire, de l'orthorexie. Moi, quand un vegan me saoule, je lui balance un steak et il et là, la végane répond mais non, pas du tout, j'ai fait ça pour les animaux. Donc là, c'est une illustration de ce qu'on appelle parfois la végéphobie, le rejet des personnes véganes. Alors, sauf qu'ici, avec si vous avez en tête le schéma de la dissonance cognitive, on voit comment ça s'explique assez bien la végéphobie. Parce que qu'est-ce que c'est que la végéphobie? C'est une manière de barrer l'option numéro 1. C'est une manière de dire, changer son comportement, c'est pas quelque chose que je peux faire. Parce que si je change mon comportement, je vais ressembler à ces personnes sectaires ou trop sensibles à qui je ne veux pas ressembler. Donc en attaquant les véganes, on renforce en réalité, par une pensée consonante, l'action de consommer des animaux. Donc on peut tout à fait expliquer la végéphobie à partir du schéma général de la dissonance cognitive. Autre forme de végéphobie, d'une certaine façon, c'est quand on va accuser les végétariens ou les véganes d'être contre les humains. Moi, évidemment, je n'ai pas toujours été végane, et je pense que c'est quelque chose que j'utilisais quand j'étais adolescent en particulier. Puis j'avais cette image de Brigitte Bardot. Donc voilà, Brigitte Bardot, elle s'intéresse aux animaux, mais si elle s'intéresse aux animaux, elle ne peut pas s'intéresser aux humains. Peut-être que c'est vrai dans le cas de Brigitte Bardot, mais de façon générale, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur une théorie un peu naïve de l'empathie, comme si l'empathie fonctionnait par vase communicant. C'est-à-dire que si je mets de l'empathie sur une cible donnée, les animaux, il ne va plus m'en rester pour les humains. En réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'empathie n'est pas quelque chose de l'ordre des vases communicants, c'est plutôt quelque chose comme un muscle. Plus on va faire de l'empathie avec une cible quelconque, plus on va pouvoir en faire en général. Un exemple de ça, je le tire d'une expérience qui a été réalisée par une équipe italienne en 2010. On prend 2 groupes de personnes, en fait même 3 groupes de personnes, des végétariens, des véganes et puis des omnivores. Et alors dans un premier temps, on leur montre des images de souffrance animale et on scanne les cerveaux. Et là, sans surprise, les végétariens et les véganes, ce qu'on appelle le circuit de l'empathie va plus s'activer. Ils témoignent de plus d'empathie à l'endroit des images de souffrance animale que les omnivores. C'est pas vraiment étonnant. Dans un deuxième temps, on leur présente des images de souffrance humaine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont de nouveau les végétariens et les véganes qui vont le plus activer le circuit de l'empathie. Donc la thèse de l'empathie vase communicant, elle n'est pas valide, elle n'est pas vérifiée empiriquement. Évidemment, certains véganes sont contre les humains, mais pas plus et même plutôt moins que le reste des animaux. Dernière pensée consonante que je voulais vous présenter, que j'illustre là encore par un dessin d'Émilie Plateau. Donc là, c'est 2 personnes qui sont au supermarché.
Le premier dit, j'amènerai un steak de soja pour le barbecue. Ça a la même consistance qu'un steak normal. Et son ami lui répond, je ne vois pas pourquoi on invente des substituts si au final le goût est le même. Alors, là aussi, on a une forme de végéphobie ou de rejet qui est un peu plus subtil que le gars tout à l'heure qui disait le lapin au sang c'est trop bon quand je jette un steak quand un vegan me saoule. Mais pourquoi est-ce que c'est une forme de végétophobie? Parce que l'autre, en répondant, je ne vois pas pourquoi on invente des substituts si au final le goût est le même, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nier les raisons. Alors, on va supposer que c'est pour des raisons morales que le premier veut apporter un steak de soja. Alors, il apporte un steak de soja au barbecue parce qu'il ne veut pas subir le rejet social. Il veut quand même manger avec ses amis au barbecue, mais il veut respecter ses engagements moraux. Mais l'autre, en lui disant, je ne comprends pas pourquoi tu achètes du steak ou de la fausse viande si c'est le même goût, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, je ne reconnais pas du tout les raisons pour lesquelles tu achètes du steak de soja. Donc c'est une façon de dire, ce n'est pas un problème moral, c'est pas une question morale, notre rapport aux animaux, c'est juste une question de goût, et puis si c'est le même goût, il n'y a pas de raison de changer, ou c'est pas un problème sérieux, donc à pas considérer, à pas voir du tout le problème. Enfin, pour conclure, je vais conclure avec une citation de Angela Davis, que j'aime beaucoup, parce qu'en plus c'est une citation qui rassemble un peu différents arguments. Qu'est-ce que dit, ça date d'il y a 2-3 ans, qu'est-ce que dit Angela Davis? Donc Angela Davis, militante pour les droits civiques aux États-Unis, en particulier militante contre la guerre du Vietnam, une progressiste américaine. D'habitude, je ne mentionne pas que je suis végane, mais c'est en train de changer. Je pense que c'est un bon moment pour en parler, parce que cela s'inscrit dans une perspective révolutionnaire, à savoir comment nous pouvons développer des relations plus compatissantes, non seulement avec les êtres humains, mais aussi avec d'autres créatures, celles-là même avec lesquelles nous partageons cette planète. Donc il y a plusieurs éléments qui sont là. Il y a évidemment l'éthique animale avec la notion de compassion. Il y a les questions environnementales que j'ai pas évoquées avec l'idée de planète. Hein, comme vous le savez, il y a un impact fort de la consommation des animaux sur les gaz à effet de serre en particulier. Et il y a aussi cette idée, transformer nos rapports aux animaux, ça risque aussi de transformer nos rapports avec les êtres humains. Alors d'une part, parce que ce qu'on a dit à l'instant avec la notion d'empathie qui est pas sélective, mais qui est un muscle qui se développe de façon générale, et aussi, ça c'est des choses que j'aborde dans le 4e chapitre du livre, parce qu'il y a probablement, du point de vue psychologique, une sorte de logique générale de l'oppression, de la discrimination, et en gros une logique des hiérarchies, et plus les gens, on sait par des expériences que plus les gens vont être spécistes, plus ils vont avoir tendance à être racistes, par exemple. C'est un peu les mêmes mécanismes qui fonctionnent. Donc, ce qu'on peut espérer, et dans les expériences ça a l'air de fonctionner, c'est que si on arrive à persuader les gens que le spécisme n'est pas une bonne chose, ça a aussi des influences sur leurs attitudes à l'égard des autres humains, et notamment sur leurs attitudes racistes ou sexistes. Donc, voici ce que j'avais à dire ce matin.